parti. Bonjour, je suis Vanessa Ring de êtrunefemmelibre.com et j'ai aujourd'hui l'immense plaisir de pouvoir accueillir Christine Michaud qui est à mes côtés et je suis vraiment très touchée que Christine ait accepté mon invitation. Ça me fait plaisir aussi. Je suis aussi touchée. Merci, je le sens déjà, d'ailleurs la jambe qui tremble. C'est parfait, ça commence super bien. Et Christine, c'est vraiment une rencontre à travers un club, Réussir au féminin, que j'ai découvert au mois de novembre, dont la conférence m'a profondément touchée. Et c'est là que j'ai découvert que Christine était animatrice de télévision au Québec, conférencière, principalement sur la pleine conscience, la divine magie, qui m'a profondément bouleversée, et également auteure d'un nouveau livre qui s'appelle Sexy, Zen and Happy. Et également, j'ai eu le plaisir de découvrir la préface hier de Mark Fisher, La coiffeuse de Dieu, dont je vous montrerai par la suite les deux livres. Et donc, un tout grand merci à Christine d'avoir accepté cette invitation. Alors, la première question que j'avais, être une femme libre, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Mais c'est très beau, premièrement, comme concept. J'adore ça parce que la liberté, j'ai l'impression que ça fait vivre. Ça permet de se brancher à son essence, de se donner toutes les possibilités disponibles. Je trouve que c'est l'ouverture vers les autres, vers le monde, vers nos capacités à nous. Et je pense que, pour moi, en tout cas, ça passe beaucoup par ça. C'est intéressant ton titre parce qu'en plus on pourrait se demander qu'est-ce qui nous amène à être libre, qu'est-ce qui nous permet de nous sentir libres. Puis je suis certaine qu'on n'a pas toutes les mêmes définitions par rapport à ça. Puis même que peut-être qu'il faut avoir été parfois enfermé pour apprécier encore plus d'être libre. Puis là, quand je dis enfermé, c'est une métaphore pour dire, moi j'ai été enfermée dans ma vie, enfermée dans un paraître, une façon d'être que je pensais qu'il fallait que je sois de telle façon pour faire plaisir, pour correspondre à ce qui me semblait être demandé, alors que c'était pas du tout ça. Et c'est dans ce sens-là que je pense que des fois, on s'enferme soi-même. On est enfermé dans une cage, on a la clé, on a tout ce qu'il faut pour en sortir, mais on dirait qu'on n'ose pas le faire, peut-être. Dans ton concept, je pense que ça résonne beaucoup en moi de cette façon-là. À l'instant, tu viens de parler d'enfermement. Est-ce que tu peux décrire peut-être qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as pu ressentir dans ce moment d'enfermement? En fait, l'image qui me vient, quand j'avais 28 ans, j'ai fait une dépression majeure. Et ça, c'était probablement un des enfermements dont je te parle. Pourquoi, en fait, j'ai fait une dépression majeure? Je pense que j'étais complètement à côté de mon chemin, à côté d'où j'aurais dû être. En fait, l'image que j'ai souvent eue par la suite, c'est de me dire, c'est comme s'il y avait un gros fauteuil ultra confortable qui m'attendait, mais j'ai passé 28 ans assise par terre à côté, à penser qu'il n'était peut-être pas pour moi, ce fauteuil-là, ou qu'il ne me correspondait pas, ou peu importe. Et le jour où j'ai osé m'asseoir dedans, c'est là que ma vie a changé, mais complètement. Sauf que il a fallu passer par beaucoup de souffrance, de douleur, enlever des couches de souffrance, surtout ce que j'ai fait en thérapie, par des lectures. Tu as parlé du livre de Mark Fisher en ouverture. Mark Fisher, il m'a carrément sauvé la vie un jour parce que quand j'étais en dépression, je suis allée à une formation, un séminaire qu'il donnait d'une journée. Et dans le séminaire, il nous demandait d'identifier, d'écrire sur une feuille tout ce qu'on aimait de la vie, faire, être, avoir, peu importe, ça pouvait passer par n'importe quoi. Et moi, j'avais commencé à écrire jusqu'à temps que je me lève les yeux et que je vois qu'il n'y a à peu près plus personne qui écrit autour, tout le monde est terminé. Moi, j'écris encore. Et après, il dit, je vous demande de relire ce que vous venez d'écrire pour voir qu'est-ce qu'il y a sur votre liste qui est présent dans votre vie actuellement. Et moi, il n'y avait à peu près rien. Je lisais ma liste, puis c'est comme si j'avais lu la liste de quelqu'un d'autre. Ou en fait, comme si moi, je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Alors là, j'ai senti qu'il y avait vraiment comme une distorsion entre les deux, que j'étais pas du tout en train de vivre ma vie. Et c'est ça qui m'a poussée. Ça a été l'élan pour moi de dire « Ah, mais là, je veux guérir. Là, je veux vraiment me transformer, me découvrir, ouvrir mes ailes, peu importe l'appellation que j'ai donnée par la suite, mais c'était un moment, un point de bascule important dans ma vie. Puis après, j'ai lu tous les livres de Mark Fisher, parce qu'il dit toujours ça dans ses conférences, de toute façon. Il faut lire tous ses livres. Alors, et j'ai découvert plein de trucs qui m'ont
reconnecter. Je pense que c'est ça le mot, reconnecter. Puis possiblement que d'être connecté, ça rend libre aussi. Ok. Ouais. Ok. Vraiment intéressant. Donc être connecté, ça rend libre. Ouais. Alors c'est peut-être intéressant aussi de pouvoir partager justement comment tu te reconnectes. Est-ce que tu aurais des astuces à proposer ou qui te permettent facilement justement, parce que les lectrices, différentes femmes ou des hommes même, peuvent rencontrer cette difficulté. C'est comment je fais pour me rebrancher à moi, pour me reconnecter. Oui, puis on peut se reconnecter, se rebrancher, se sentir connecté pour une période, mais je pense qu'on est humain dans une vie humaine aussi, donc ça va arriver qu'on va avoir des rechutes. Et même moi, j'ai besoin de ces astuces-là pour me les appliquer continuellement encore. Il y a des périodes où j'ai l'impression que ça va bien, que c'est pas si mal, puis il y a d'autres périodes où c'est même l'enfer. Mais ces astuces-là que j'utilise, ces trucs-là, bon, il y a la méditation, c'est sûr, j'ai appris à méditer il y a quelques années. Au début, c'était extrêmement difficile parce que je suis une hyperactive finie. Donc, méditer pour moi, quand on me disait il faut méditer 30 minutes, exemple, je n'arrivais même pas à faire 2 minutes. Puis en plus, quand il disait il ne faut pas qu'il y ait de pensées qui traversent votre esprit. Alors, moi, il faut me dire ça pour qu'il y en ait 18 fois plus, ou je sais pas. Et donc, jusqu'à temps que je rencontre quelqu'un qui m'a dit, un maître zen, qui m'a expliqué que la méditation pouvait prendre plusieurs formes, que je devais, comme pour tout le reste, me respecter, essayer différentes choses, m'amuser là-dedans. On en reparlera sûrement du concept d'amusement. Oui. Et donc là, j'ai commencé à essayer toutes sortes de choses, des méditations guidées, des méditations en écoutant de musique qui me plaisait. Moi, j'adore la chanson Angel de Sarah McLachlan. Puis j'écoutais cette chanson-là, assise dans un fauteuil, pas nécessairement non plus assise dans le lotus. J'avais mal partout, je faisais juste penser que j'avais mal partout, c'était pas super. Et là, j'ai trouvé quelle était ma méthode à moi. Puis encore aujourd'hui, ça fluctue. Des fois, je vais être une période où je vais méditer assise, j'ai mon petit coussin, mon zafou, mon coussin de méditation. Je me suis fait un endroit pour ça. Et habituellement, c'est là. Mais ça m'arrive d'avoir le goût de faire ça complètement autrement. Puis je me respecte, puis je me dis, ben, c'est selon ce que j'ai envie, tout simplement. Et sinon, ce qui m'aide beaucoup dans mes astuces, c'est la pleine conscience. C'est de devenir un concept de pleine conscience qui demande d'être l'observateur de soi. Donc, pas la critique, par exemple. Parce que des fois, quand on parle d'être l'observateur, on voit juste ce qui est négatif, puis on se cogne sur la tête. Ah, pourquoi tu as fait ça? Puis au Québécois, on dit t'es bien niaiseuse d'avoir fait ça. Mais t'es stupide, j'imagine que vous diriez, je sais pas, traduction. En Europe, c'est ce qu'on utilise, oui. Oui, c'est ça. Et c'est pas ça du tout, c'est de se voir même au contraire avec bienveillance, en étant comme un peu, moi j'essaie d'être ma meilleure amie. Je me dis, si j'avais ma meilleure amie à l'intérieur de moi et qu'elle m'observait avec beaucoup de bienveillance, avec amour, elle essaierait juste de mettre en lumière certaines choses sans critiquer, sans juger nécessairement. Puis d'être l'observateur de soi, ça donne un certain recul. Je trouve qu'on arrête de fonctionner sur le pilote automatique quand on fait ça. Là, on découvre plein d'affaires. C'est pourquoi on a des comportements peut-être qui nous nuisent et qui sont même répétitifs. Et à un moment donné, c'est de se poser la question, ah, tiens, c'est curieux, pourquoi je fais ça? Moi, j'ai été une période où je mangeais mes émotions. Alors, j'adore le salé. Je mangeais des sacs de croustilles et des chips. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une confidence très drôle, mais j'ai une amie qui est agent de bar sur Air Transat. Et j'adore les chips au vinaigre balsamique, puis on n'en a pas ici au Québec. Envoyez-moi-en pas à la tonne. Elle s'en occupe. Mais elle m'achète toujours des chips. C'est ça, mais à chaque fois, elle, parce que, tu sais, revenir avec des sacs de chips dans la valise, c'est pas super. Elle me les apporte dans la cabine et souvent, elle revient, elle a comme 10 sacs de chips au vinaigre balsamique. J'adore ça. Donc, j'avais tendance, quand j'allais pas bien, je cherchais tout de suite quelque chose de salé. Puis c'est pas de manger 1 ou 2 chips avec beaucoup d'élégance. C'était de mettre le plus de chips en même temps dans la bouche, puis de manger tout ce qu'il y avait dans le sac. Jusqu'à temps où je me dis, ah, tiens, c'est intéressant, pourquoi tu fais ça? Pourquoi, à ce moment-ci, précisément, tu choisis d'aller chercher le sac de chips? Qu'est-ce que tu sens? Comment tu te sens? Ça, c'est mon autre question que je me pose régulièrement. Comment je me sens? Je trouve qu'il n'y a pas meilleur baromètre pour n'importe quoi qu'on fait. Comment je me sens là? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai des souffles? Je sens que je ne suis pas très bien, autant dans mon corps physique que dans mon esprit, que dans mon cœur. Comment je me sens? Donc, ça va beaucoup avec le principe d'observateur. Puis, un petit truc très facile, très rapide, je me dis, moi, souvent, je suis ici. Je ne sais pas si c'est comme ça en France. Ici, au Québec, dans les centres commerciaux, les endroits où il y a tous les magasins, des fois, pour savoir où tu es ou si tu cherches une boutique en particulier, tu vas aller, il y a une place où il y a un dessin, un plan de tout le centre commercial. Puis là, il y a un point qui va être souvent rouge, puis c'est écrit « Vous êtes ici », pour qu'on se situe sur le plan du centre commercial.
Puis je trouve ça intéressant parce que je me disais, souvent, on oublie où on n'est pas présent, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Alors, quand je sens que ça va trop vite, que je perds le fil ou que je ne suis pas assez présente ou trop préoccupée, je me dis, OK, je suis ici. Est-ce que je suis toute là? Et quel impact ça a sur toi, cette question? Mais ça me calme automatiquement et ça me ramène vraiment à ce qui se passe autour de moi. Souvent même, ça va affiner mes 5 sens. Est-ce que on pourrait dire, OK, je suis ici. Qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Ça pourrait être ça. Il y a une Québécoise, en fait, Florence K, qui est une chanteuse, je ne sais pas si vous la connaissez, au Québec. Je l'ai reçue à mon émission récemment, puis elle disait, elle est beaucoup là-dedans, elle était en train d'étudier la psychologie d'ailleurs, et elle dit que souvent l'exercice qu'elle fait, c'est quand elle sent qu'elle est trop stressée ou qu'elle est trop préoccupée, elle va fermer ses yeux quelques instants, puis les rouvrir en se disant, quand je vais les ouvrir, je vais être toute là. Puis là, c'est fou parce que quand je les ouvre, mes yeux, là, je vois des choses que j'avais même pas vues quelques secondes avant. Ou on va être davantage touché. Moi, je pense que, surtout aujourd'hui, là, on est tellement connectés avec toute la technologie, les téléphones et tout ça, qu'on n'a plus la connexion humaine aussi forte. Puis, c'est triste dans un sens. Donc, de faire ces exercices-là, ça aussi, ça nous ramène. C'est drôle, je voyais sur Facebook ce matin une image d'un restaurant qui ont mis une affiche. C'est marqué « Ici, nous n'avons pas le Wi-Fi. Alors, parlez-vous. » C'est intéressant. On devrait peut-être mettre ça un peu partout. Donc, c'est à peu près les trucs, je pense, les meilleurs trucs que j'utilise. Mais je me définis souvent comme un laboratoire humain. J'aime apprendre des trucs des autres personnes, des livres que je lis, peu importe où je vais les prendre, des formations que je suis, puis les tester vraiment dans ma vie. Parce qu'il y en existe une tonne de trucs, puis on est tous différents. Qu'est-ce qui va fonctionner pour une personne ne fonctionnera pas nécessairement pour l'autre. Puis même en plus, c'est qu'on va changer, on change continuellement. Donc, un truc, une astuce qui va avoir fonctionné très bien pendant un bout de temps. À un moment donné, c'est plus ça. On est passé à autre chose. Alors là, tu nous as partagé énormément de valeurs en une fois. Là, Oui, je parle beaucoup. C'est une façon gentille de me dire que ta réponse était peut-être un peu trop longue, mais c'est pas grave. Je vais faire des plus courtes. Non, mais je vais me permettre simplement de peut-être récapituler un petit peu ce que tu as partagé et tu me corriges évidemment s'il y a des erreurs à travers le partage. Tu as parlé de la méditation qui était un moyen pour toi pour te calmer. Tu as parlé également de 2 questions que j'ai pu relever qui étaient de te ramener dans le corps et qui étaient mais qu'est-ce que je ressens? Et tu as parlé aussi d'une question qui est très très profonde quelque part, c'est je suis ici. Et très souvent quand on est débranché, ou qu'on essaie de se brancher à l'extérieur, ou que tu partageais justement qu'il n'y avait plus le Wi-Fi, on le cherche à l'extérieur alors que finalement le Wi-Fi il est déjà surtout à l'intérieur de soi. Ça ferait un bon titre de livre. Le Wi-Fi intérieur. Ah, le Wi-Fi intérieur. Je connaissais le GPS à l'intérieur. Là, tu inventes un nouveau concept qui est le Wi-Fi intérieur. Et effectivement, c'est de ramener à, finalement, si je suis plus là, si je suis dans toutes mes paroles, je suis dans ma tête, c'est juste cette simple phrase de se poser, je suis ici. Et cet effet, c'est un impact instantané, c'est d'être là. Oui, tout à fait. On se rend compte que tout est simple. C'est rare. Ce qui nous fait le plus de bien, c'est rarement compliqué. C'est juste qu'on le fait pas. Donc ça, c'est aussi encore un partage énorme. C'est vraiment de revenir à la simplicité, aux choses les plus simples. Il y a une théorie en littérature qui s'appelle le rasoir d'Occam. C'est quand, surtout on va l'utiliser pour les thrillers, surtout les polars, pour dire que souvent le dénouement le plus surprenant pour les lecteurs, c'est en fait la solution la plus simple, l'affaire la plus simple à laquelle on pouvait penser, tellement simple que les gens ne la trouveront pas parce qu'on est tellement programmé à se compliquer les choses, Donc, et là, les gens vont finir de lire et vont dire « Ah, mais c'est surprenant. » Mais dans le fond, si on y pense, c'est ce qui est le plus simple. Puis ça marche comme ça, je pense, dans